Bon, alors en début de paracha, Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha me'artzecha moladcha u'betavicha el haaretz asher areka. On a déjà fait certaines remarques sur ce premier passouk. Hashem s'adresse à Abraham. Va-t'en de ta terre, de ton lieu de naissance, de la maison paternelle, vers la terre que je t'indiquerai. Ve'esra le goy gadol, et je ferai de toi un grand peuple. Vavarecha, je te bénirai. Vagad lashebecha, je grandirai ton nom, je ferai grandir ton nom. Veillez bracha, et tu deviendras une bracha. Alors, c'est connu, le Ramban sur l'ech lecha, comme shlach lecha, va dire que il ne faut pas tenir compte du lecha. C'est une façon de parler. Comme en français, on va dire, au lieu de va, on va te dire va-t'en. Mais ça ne veut rien dire va-t'en, c'est comme va. D'accord? Donc il n'y a pas tiré quelque chose de lecha. Par contre, Rashi, l'ech lecha, qu'est-ce que Rashi dit? Quelqu'un se souvient? Le hanaatra ou le tovatra, pour ton profit et pour ton bien. C'est un départ que je te demande de faire et il est que pour ton bien. Pourquoi? Vesham et sera le goy gadol, parce que là-bas, tu deviendras, là où je vais t'envoyer, où je veux que tu ailles, tu deviendras une grande nation, kan iata zoche le banim, alors qu'ici, tu n'obtiens pas, tu ne dois pas avoir d'enfant. Oui, Abraham n'aura pas d'enfant là où il est. Ve'od, sheodia tivacha baolam, que je vais faire connaître ton effigie, ton image dans le monde. Donc, tout est bien. Abraham a de grosses promesses, comme quoi ce départ est lecha, pour toi, pour ton avantage. Avantage d'une postérité, avantage d'une réputation. Bien. Deuxième verset de Rashi, Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Alors, Rashi rebondit sur le fait qu'il y a trois promesses. Ce sera le goy gadol, vavarechecha, vagad lashemecha. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai grandir ton nom. Rashi dit, le fils shaderer, goremet le shlosha dvarim, parce que le fait de voyager, ça amène trois inconvénients. Memaetet piria verivia, elle réduit la possibilité de se reproduire. Ou memaetet et amamon, elle diminue la fortune. Ou memaetet et Hashem, et elle diminue le nom, la popularité. Le quart, huzkak le shalosh brachot alalou. C'est pour cela que Abraham a besoin des trois compensations, de ces trois compensations. Sheivticho alabanim, va alamamon, va Hashem. Une qui lui garantit une descendance, le goy gadol. Une avaracha, c'est contre les pertes financières. Agad la shemecha, contre le fait de ne pas être connu là où on va arriver. Donc on voit bien que Rashi, ce qu'il a comme souci, c'est qu'il faut surtout qu'Abraham sache que ce voyage est tout à son avantage. On voit? D'accord? Entre parenthèses, une chose qui m'est toujours difficile, qu'est-ce que c'est le voyage occasionne des diminutions pour le fait de se reproduire, on est dans des conditions qui ne permettent pas tellement d'avoir une vie conjugale normale, et donc il n'aurait pas d'enfant, c'est difficile, mais Rashi, dans le Rashi précédent, ici tu n'auras pas d'enfant. C'est pour ton bien, parce qu'ici tu n'auras pas d'enfant. Alors s'il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qui s'en fiche que le voyage enlève la possibilité d'avoir des enfants? Vous comprenez? S'il ne peut pas en avoir de toute façon, alors on ne peut pas dire, c'est un grand inconvénient. Hein? Un type qui serait absolument pauvre. On va dire, tu sais, il faut que je te bénisse parce que le voyage, ça rend pauvre. Mais de toute façon, je suis déjà, j'ai rien. Vous comprenez? Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, Rashi est difficile. Ensuite, il y a une autre difficulté dans Rashi. De quelle façon est-ce que le voyage joue au détriment des enfants, de la fortune, du renom, je dirais? Il joue peut-être au niveau contre le fait d'avoir des enfants, parce que pendant le voyage, on a des conditions, c'est chaotique, il y a du monde autour, enfin, il n'y a pas d'intimité, tout ça impossible. Hein? Bon, ça c'est pendant le voyage.
Mais la fortune, alors peut-être le voyage il coûte quelque chose, et il faut reconstruire un business là où on arrive. Et la réputation, c'est une fois qu'on arrive. Une fois qu'on arrive quelque part, on n'est pas connu, il faut tout reprendre à zéro. Bon, mais ça, c'est des questions un peu annexes sur Rashi, mais le point que je souligne dans Rashi, c'est l'Echlecha, le Hanatra ou le Tovatra. C'est pour ton avantage et pour ton bien. D'accord? Et après, effectivement, Hachem rassure Abraham, t'inquiète pas, tout ce que le voyage peut t'amener comme perte seront largement compensés. D'accord? Bien. Rashi, El haaretz asher areka, je t'amènerai vers la terre que je te montrerai. Que je te montrerai. Alors là, Rashi là-dessus, il est plus loin. Asher areka, lo gila lo haaretz miyad, il ne lui révèle pas tout de suite quel est le pays dans lequel il veut l'amener, que dès le habeva benav, pour le rendre précieux à ses yeux, la tête l'ostrar al kol dibour vedibour, et pour le récompenser pour toutes les paroles de, au lieu de lui dire quel est le pays, on va le décrire, etc. Kayotsebo, et bincha, et yuchitra, asher avta, et yitzrak. On voit le même genre quand, au moment de la Akedat Yitzhak, Hachem ne lui dit pas tout de suite Yitzhak, mais dit ton fils. Alors il laisse un petit peu tergiverser, ah, des fils, mais j'en ai deux. Asher Avta, mais Yechitra, unique, mais chacun est unique pour sa mère. Ça veut dire un fils unique, j'en ai deux. Hein? Asher Avta, mais je les aime tous les deux. Et donc Abraham a dit, nous, il est dans cette difficulté de qui ça va être, qui ça va pas être. De toute façon, ça le déchire. Et Yitzhak, jusqu'à ce qu'on arrive à dire que c'est Yitzhak. Ou bien, Vekara alea et akriya asher anochi dover elecha, pour Yona, quand il devait être expédié à Ninvé, envoie à Ninvé, il dit, tu diras ce que je te dirai de dire. Oui, ça veut dire, quand on te fait mijoter, quand on te fait attendre, alors c'est difficile quand on s'interroge. Hein? Si je te dis vers le pays que je te dirais, ben, c'est une épreuve. Si on lui dit directement quel pays, bon, on sait qu'on y va, et puis on sait qu'on y va, et puis c'est plus facile. C'est pas facile en vérité de quitter si on sait que vers où on va. Hein? Mais la difficulté qu'il y a là-dessus, je trouve, c'est que d'après Rashi, il me semble que les ordres d'Hachem ou les paroles d'Hachem sont contradictoires. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voyez où il y a une contradiction, enfin, d'après moi, dans ce que dit Rashi? Juste dans la Ferra, ou ce que vous avez dit par rapport à la... Au niveau de ce qu'on vient de dire jusque maintenant. Par rapport au deuxième ordre d'Hachem de tuer Yitzhak ou... Oui, de ce que l'Echlecha, et après il dit El haaretz asher areka, le pays que je te montrerai. Est-ce que vous voyez que c'est difficile? Ça a l'air contradictoire. Ben, il lui dit de s'en aller, après il dit... Parle-moi fort, s'il te plaît, Abigail. Il lui dit de s'en aller, mais il va où? Bon, d'accord, très bien. Et alors quoi? C'est pas une difficulté. Rachid a dit, il lui dit pas où, parce que ça exige un effort de lui, et plus tu fais un effort, tu t'investis dans quelque chose, plus la difficulté que tu as, ça te rend cette chose proche et précieuse. D'accord? Non? Moi, j'aurais dit qu'il y a un peu une contradiction. Parce que dans le Rashi de l'Echlecha, Hachem veut rassurer Avram. Il lui dit, le Tovatra ou l'Anatra, tu n'as que des avantages. Et même s'il y avait des inconvénients à cause du voyage, de toute façon, tu les retrouveras. D'accord? Donc l'Echlecha, premièrement, c'est pour ton avantage. Ce que Rashi explique. Ici, tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants. Ici, tu as une petite réputation, là-bas, tu seras... C'est là-bas que tu pourras donner la pleine mesure de tes capacités. Vous comprenez? Donc on est en train de... Après, le voyage, il diminue. Il a un effet négatif sur 3 points. Ces 3 points, je te donne des brachot. Donc t'inquiète pas. Surtout t'inquiète pas, sois rassuré.
Toutes ces choses. Après, on lui dit, elle arrête sa chère Areka, un pays dans lequel tu vas. Il y a une épreuve là-dedans. L'Echlecha, c'est une épreuve de s'arracher de quelque part et d'aller, et de se croire. Où je te dirais, on n'est pas en train de lui dire tout de suite pour le rassurer. On devrait le rassurer. On dit voilà, va dans le pays de Canaan, va à Bethel, à Shrem, va dans cet endroit. Je te dirai où on va. N'est-ce pas? On aurait pu le dire, ça l'aurait rassuré. Ah non, là on commence à le faire tergiverser. Où est-ce que je vais? Est-ce que quand je suis en train d'aller maintenant dans le chemin, est-ce que je me rapproche du but? Ou est-ce que je fais un détour? Quand est-ce que j'arrive? Etc. C'est très difficile parce que si on te dit, voilà, il faut faire un voyage de 200 km et tu vas dans tel et tel endroit, bon tu sais, tu prends ton GPS et ça y est, ben, tu y vas. Abraham Avinu n'avait pas encore le GPS, bien évidemment. Il n'y avait même pas la boussole, mais enfin, quand tu sais où tu vas, ben, c'est beaucoup plus facile. Tu demandes aux gens, tu te diriges vers l'endroit. Ah ben non, on ne va pas lui dire. L'épreuve, elle est difficile. D'accord? Peut-être que Deliten Shrar, Al-Kol Dibour Vedibour. Comme ça, il a beaucoup de récompenses. Mais si tu veux lui donner des récompenses, parce que tu lui dis pas, tu lui dévoiles pas le but de son voyage, donne-lui aussi des récompenses sur le fait de ne pas lui dire que c'est pour son bien. Si c'est ça ce qu'on cherche, vous comprenez? Deux choses l'une, ou bien on cherche à le rassurer, ou bien on cherche à lui donner du mérite. Si tu cherches à le rassurer, alors dis-lui aussi, ben voilà, tu sais, tu vas dans tel endroit, c'est rassurant, c'est bien, on sait qu'on y va, on sait comment on y va, on se rapproche, ça le calme, c'est tranquille, hein, il va sur l'ordre d'Hachem. Et ça correspondrait au début, n'est-ce pas? Ça correspondait au début de la paracha, on dit c'est pour ton bien, c'est pour que tu aies des enfants, c'est pour que tu aies une réputation, c'est pour que, etc. Et tu ne perds pas dans cette affaire, tu n'y perds rien, parce que ça compense les pertes du voyage, elles seront compensées, etc., etc. Parle comme ça, vers tel et tel pays, et pas lui dire, je te dis pas où c'est, parce que ça va te travailler, etc., tu vas avoir du mérite. Si tu te soucies de mon mérite, alors ne me dis rien, dis, va, pars dans un pays que je te montrerai. Alors là, il aura vraiment un srout, il aura un mérite, parce qu'on ne lui a rien promis. Vous comprenez un peu la difficulté qu'il y a dans Rashi? Est-ce que vous comprenez qu'on ne peut pas d'un côté le rassurer, de l'autre côté lui demander quelque chose de justement de ne pas le rassurer, de ne pas lui dire directement où il va, parce que ça lui donne du mérite. Alors, si tu veux qu'il ait du mérite, tu dis rien. Ne le rassure pas. Il verra en son temps, en son lieu, quand ça se produira, il verra qu'en vérité, tout ce voyage, tout ce qu'Hachem il veut pour toi, c'est le bien. Vous comprenez? Je ne vois pas très bien où Rashi veut aller. D'accord? Ça, c'est une question. La deuxième question que j'ai sur Rashi est la suivante. C'est que, en vérité, Hachem vise seulement à rassurer Abraham. Hein? À lui donner, voilà, ça sera pour ton bien, tu vas gagner dans cette affaire, tu vas avoir une grande descendance, une postérité, tu vas avoir un renom, tu pourras agir, tu seras puissant, reconnu. Hein? Il lui annonce déjà ça. Le Rambam, dans l'introduction du 10e Perek de la Mishnah, Perek Chelek, on parle de Kol Israël Yishlaim Chelek Laolam Haba. Vous avez déjà entendu ces mots-là? Eh bien, c'est le début d'un chapitre qui s'appelle Perek Chelek, celui qui parle de la part au monde futur. Et le Rambam introduit cela par un grand développement sur le genre de récompense que on est en droit d'espérer. Ouais. Alors il dit, il y a des gens, ils s'interrogent, ils disent, mais qu'est-ce que j'aurai dans le monde futur? Est-ce que j'aurai une maison plus confortable qu'ici, avec piscine et jardin? Hein? Est-ce que j'aurai 800 vierges qui me courront derrière? Les Arabes, tarés. Effaçons. Alors, j'aurai des trucs comme ça, ou bien la reconnaissance, ou j'aurai, je ne sais pas. Le Rambam il dit, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit véritablement quand on te promet quelque chose, quand tu réalises la Torah. Pourquoi?
Il dit, il prend un enfant et nous donne l'exemple suivant. Alors, regardez, c'est un exercice de pédagogie. Quand tu veux, par exemple, enseigner à un enfant la lecture, oui, c'est quelque chose de pénible, c'est fastidieux, hein, c'est long, c'est difficile, il faut retenir, il y a du travail. Alors, comment tu arrives à motiver l'enfant? Tu vas lui dire, tu sais, si tu apprends bien, je vais te donner du chocolat, des bonbons. Hein? On veut lui donner quelque chose comme ça va le stimuler. Ensuite, quand l'enfant il grandit, le chocolat et les bonbons, ça marche plus trop. Je lui dis, tu sais, je t'achèterai un habit, parce que l'enfant déjà, il est déjà plus grand. C'est pas seulement manger qui lui fait plaisir, ou plus tellement manger qui lui fait plaisir. Qu'est-ce qui passe, mademoiselle, à deux noms? Oui? Alors, je ne vais pas les dire parce que c'est enregistré. Je ne veux pas qu'on sache comment tu t'appelles. Je ne veux même pas qu'on sache d'où tu viens. Hein? Alors, l'enfant, il grandit, c'est tellement les bonbons et les chocolats, mais ce qu'il soit déjà, c'est d'être mis en valeur, d'avoir des beaux habits, d'avoir des sandales, des baskets, des Nike. Ouais, je vais lui promettre des choses comme ça, quand l'enfant il grandit. Et puis ensuite, l'enfant il grandit encore. Ce qui l'intéresse déjà, c'est de l'argent, d'avoir de l'argent de poche, parce que l'argent, ça donne du pouvoir, on peut imaginer qu'est-ce qu'on va en faire. Alors quand l'enfant il grandit, alors on élève la récompense. Puis après, on joue sur le kavod. Ah, si tu travailles bien, voilà, tes copains ils seront jaloux de toi, tu vas être important, tu vas être le premier de la classe. Vous voyez, à chaque étape de la maturité d'un enfant, on lui promet des récompenses. Quel est le but de l'enseignant? C'est lequel? C'est qu'il progresse, qu'il apprenne à lire. Quel est le moyen qu'il emploie? La carotte. Qu'est-ce qu'il lui donne en échange? D'accord? Bien. Et plus l'enfant mûrit, plus cette récompense, elle est en fonction de son âge. N'est-ce pas? Bien. Pour l'enfant, le but, c'est quoi? C'est la récompense. Il travaille pour la récompense. Et le moyen, c'est ce travail pénible d'apprendre à lire. D'accord? C'est l'inverse du but des parents ou de l'enseignant. L'enseignant veut qu'il apprenne quelque chose de difficile, mais qui lui sert vraiment. Et pour ça, il a besoin de le stimuler avec des récompenses. Alors que pour l'enfant, le but, c'est d'avoir les récompenses. Et pour payer le prix, pour avoir les récompenses, le moyen, c'est d'être sérieux dans son travail. Mais si vous réfléchissez, le but d'apprendre à lire, c'est quoi? C'est de savoir lire. C'est pas le chocolat, c'est pas les baskets, c'est pas l'argent de poche, c'est pas les titres, c'est pas le kavod. Vous voyez? Alors, ça veut dire que la chose en elle-même, c'est ça qui est important. On veut lui apprendre à marcher. Ah, ça va être difficile, il a peur de tomber. On va faire, c'est un exercice que vous aurez comme mère de famille, un enfant le convaincre de faire sur le pot. Après, une fois qu'il sait faire, il ne veut plus faire que cela. Mais jusque-là, il faut essayer de l'attirer pour le faire marcher, pour le faire sur le pot, pour lui apprendre à lire. Dans toute la scolarité, on a un travail de ce genre, d'essayer de stimuler l'enfant, mais pour une chose qui en vérité est bonne pour elle-même. D'accord? Donc, dit le Rambam, et on ne fait pas les choses pour la récompense, mais c'est parce que les choses sont en elles-mêmes bien, parce que c'est la vérité. Arrêtez de vous sourire et des choses comme ça. Non, je vous dénonce, Elior. Ben oui. Je donne pas ton adresse ni rien, on ne saura pas qui c'est. Voilà. Alors, vous voyez comment ça se passe. Le but, c'est de lui enseigner quelque chose qui ne lui parle pas, mais en vérité, c'est la chose qui est vraiment importante pour lui. Mais vous savez qu'un adulte, c'est comme un enfant. Quand un adulte, il se moque de l'enfant, c'est parce que lui, il est déjà plus évolué dans ses désirs que ce qu'un enfant il a. Mais en général, les gens, ils disent, bon, si je fais la Torah, quelles sont les récompenses? Vous comprenez? C'est ça qui l'intéresse. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que c'est Olam Haba? D'accord? Alors le Rambam, il avance dans cette direction en disant,
Al tiuka avadim amshamshim et arav almenat le kabel pras. Qui est-ce qui a dit ça? Où ça se trouve cette phrase? Ne soyez pas comme des serviteurs qui obéissent à leur maître pour une récompense. Où c'est écrit ça? Dans Pirkei Avot. Au début de Pirkei Avot. Non? Antignos. Ça vous dit rien? C'est la troisième. Voilà, très très bien, la troisième. Très bien, je dis ton nom. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Antignos nous dit, soyez pas comme des gens qui attendent une récompense. Ela tiuka vadim, mais soyez comme des serviteurs, Hamshamshim et Arav, qui obéissent à leur maître, qui servent leur maître. Et le Rambam dit, Almenat shelo le kabel pras, à condition de ne pas avoir de récompense. Vous entendez? Quoi, c'est fou. Pas à condition de ne pas avoir de récompense. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? À condition de ne pas avoir de récompense. Dis-moi que on sert le maître pas pour avoir une récompense, mais pas à condition de ne pas avoir une récompense. Et surtout, tu ne me donnes pas de récompense. C'est quoi ça? Oui, ici il y a quelque chose, c'est formidable ce qu'il dit le Rambam. Il veut dire qu'il faut qu'on apprenne à se motiver par la chose elle-même. Pourquoi je dois servir mon maître? Ben parce que c'est mon maître. Parce que c'est bien et normal de servir son maître. Donc il faut que j'apprenne à le servir sans l'espoir d'une récompense. C'est pas qu'il n'y aura pas une récompense. Il y aura sûrement une récompense. Mais le but de servir Hachem, c'est de servir Hachem parce que c'est ça qui est bien. Vous servez le maître et essayez de mûrir. Soyez comme des serviteurs qui sont assez mûrs pour comprendre que le but de servir Hachem, c'est le service d'Hachem, parce que c'est ça qui est vrai. C'est comme un enfant, le but d'apprendre à lire, mais c'est pour savoir, parce que la chose, elle est précieuse, parce que cette chose-là, elle est bien pour nous. C'est ça qui est formidable d'obéir à Hachem, parce que quand on obéit à Hachem, on développe des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Ou bien, quand on décrit quelqu'un qui, il espère, il désire faire les mitzvot, Rabbi Eliezer dit, mitzvotav velo beschar mitzvotav, pas la récompense des mitzvot. C'est pas qu'il aime, il espère la récompense des mitzvot, mais il espère les mitzvot elles-mêmes. Ça veut dire que lui, obéir à Hachem, c'est vraiment un eved ameshamesh et arav almenat shelo lekabel schar. Ce qu'il veut, lui, c'est faire plaisir à Hachem. D'accord? Et c'est pour ça, dit le Rambam, que l'on voit. Alors, le chiffret, d'abord, une preuve extraordinaire. Shema Tomar, Hareini Lomed Torah, Bishvil Sheyashir, Bishvil Shekare Rabbi, Bishvil Shekabel Schar Baolam Haba. Tu vas peut-être te dire, tu sais pourquoi est-ce qu'il faut faire le mitzvot? Parce que j'étudie la Torah pour être riche, pour qu'on m'honore, que je m'appelle Rabbi, pour que je reçoive du Olam Haba. Talmud Lobar la Havait Hashem, par amour pour Hashem. Kol shatem osim al tasu ela me'ahava. Ce que vous faites, quand vous faites la Torah, faites-le par amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'essayez pas d'avoir une récompense de cela. Vous êtes en train de manifester votre affection pour quelqu'un. Vous avez une très bonne amie, vous avez quelqu'un de la famille auquel vous voulez lui faire plaisir. D'accord? C'est ça l'attitude qu'il faut avoir par rapport à Hachem. On veut lui faire plaisir par amour pour Hachem, pas par amour de la récompense, pas dans l'espoir d'une récompense, mais on le fait parce qu'on l'aime. Et qui est l'exemple? Et vous savez qui est le personnage dans l'histoire qui est l'exemple de faire les choses par amour? Abraham. Vous saviez ça? Ou c'est parce qu'on parle de lui? Vous le saviez? Oui, qu'Abraham il s'appelle Zera Abraham Avi. Vous êtes les descendants de Abraham qui m'aimait.
Vous comprenez qu'Abraham, il m'aimait. Abraham, il aimait Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les choses qu'il fait, c'est par amour d'Hachem. Ok? Les choses, il les faisait par amour. Alors, je dis, mais ce Rambam, il est extraordinaire. Hein? Et il dit, c'est vrai, dit le Rambam, qu'il faut essayer de motiver les gens en leur donnant des récompenses. Mais pourquoi? Mais parce que les gens, ils ne sont pas assez mûrs. Alors il faut leur parler. Tu vas voir part au monde futur. On va t'honorer. Tu auras une belle barbe. Tu auras l'habit. Un beau chapeau pour ta bar mitzvah. Oui, on parle comme ça parce que c'est ça ce qui motive les gosses. Mais les adultes, malheureusement, ils sont en général pas assez mûrs. Et ils espèrent que quand ils servent Hachem, ils évitent d'être punis et ils ont des récompenses. Hein, c'est comme ça que, normalement, on servait. Mais avec l'exemple de l'enfant, le Rambam nous a bien montré que ça, c'était, bon, une récompense pour essayer de motiver, mais pour le motiver à faire la chose qui est bien, parce qu'on n'arrive pas à lui expliquer, tu sais, c'est super de lire des livres. Le gosse, il ne sait pas, il voit pas, il n'y a pas d'image. C'est du, je sais pas, écrit en petits caractères, je ne sais pas déchiffrer ça. Vous allez lui dire, tu sais, c'est super quand tu sauras lire. C'est très difficile d'expliquer à un enfant, c'est super quand tu sauras lire. Et il faut déjà qu'il commence un petit peu pour avoir du goût. Il faut commencer avec des livres, avec des illustrations, avec la couleur. Vous voyez, c'est un problème pédagogique. Comment? Mais les adultes, c'est la même chose. Les adultes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les choses en général parce qu'ils ont peur que s'ils ne les font pas, ouh là là, qu'est-ce qu'on va se faire attraper dans le monde futur? Ou bien si on les fait, waouh, quelle belle récompense. Ouais, ça veut dire, d'après le Rambam, qu'on n'a aucune maturité. Vous y êtes? Je reviens à notre sujet. Rashi, il dit que quand Hachem a dit à Avram, Lech lecha, quand il lui a dit, et ça sera pour ton bien, et tu vas être connu, et tu désires tellement avoir des enfants, ben ici tu n'en auras pas, mais là-bas tu auras des enfants. Mais on est en train de parler à Abraham comme un enfant. Tu sais, viens, ce voyage, il va te faire du bien. Tu vas que gagner. Tout ce que ça va t'enlever, que le voyage, il enlève 3 choses. Je te donne une bracha pour que ça ne les enlève pas, pour que ça soit compensé. Et de toute façon, le voyage, il a la tra ou le tovatra que des avantages. Mais alors on est en train de traiter Abraham Avinu comme quelqu'un, comme un gosse, qu'on veut motiver pour lui dire, il faut le rassurer pour... Vous comprenez, il y a quelque chose de très drôle. Abraham est l'exemple de quelqu'un qui fait par amour pour Hachem. Et s'il fait pour amour pour Hachem, alors lui, l'air, et la haretz Asher Harika. Comme ça on aurait dû dire, va dans le pays que je t'indiquerai. Et c'est tout. Et Abraham, il aurait de la récompense parce que... On dit toujours que d'abord on fait pour notre intérêt et après on va faire son intérêt. Donc là aussi c'est pareil, d'abord on donne à Abraham un intérêt pour qu'il parte et après il va commencer à faire. Très bien, je reviendrai sur cette idée, j'apprécie beaucoup. Comment tu t'appelles? Hein? Aurélie. Oui, très bien. Mais ici, tu vois la difficulté. D'abord, que Rashi semble se contredire. Il y a des trucs qu'on le rassure, il y a des choses qu'on lui demande des efforts. Et deuxièmement, qu'Abraham, c'est le type même de celui qui fait les choses par amour pour Hachem. On ne dirait pas. Parce qu'on voit, il n'y a personne qui est rassuré autant qu'Abraham Avinu. Personne nous dit le Tovatra, l'Alatra, etc. Alors, le Malbim a une lecture. Bon, Rashi, de toute façon, vous savez, Rashi, il est très, très, très grand et encore beaucoup plus que cela. Ça veut dire que s'il y a des difficultés, il faut réfléchir à Rashi, il faut prendre Rashi, parce que Rashi, quand il dit des choses, nos questions à nous, c'est des questions d'amateurs par rapport à quelqu'un de grand comme Rashi. Si Rashi dit ce qu'il dit, c'est qu'il a des très, très bonnes raisons de le dire. Quoi qu'il en soit, quand on étudie cela, on essaie aussi de retenir quelque chose. Je dis, moi, Rashi, a priori, je ne comprends pas ce qu'il raconte. D'accord? Mais, sur la base de ces questions, il faut quand même lire la paracha. Et je vous propose de la comprendre dans le sens où le Malbim, c'est un très grand rave de Russie du 19e siècle, oui, qui
a expliqué la Torah, il a un commentaire de Torah, des Nevi'im, c'est un très grand grammairien. Il a écrit un fascicule dans lequel il donne 613 règles pour expliquer la Torah. Ça veut dire, il dit, c'est un travail de fourmi, c'est un travail scientifique, que le moindre écart, la moindre anomalie est relevée à du sens. Ça veut dire, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Voilà. Alors lui, il dit, l'ech lecha, pas comme Rashi, on va dire comme le Malbi. L'ech lecha va lecha, vers toi. Le atzmecha, pour toi-même. La démarche qui est demandée par Hachem à Abraham, c'est, il faut te réaliser. Va vers toi. Ça veut dire, toi, une personne, elle n'a pas une relation profonde avec elle-même. Hein? Si vous vouliez vous parler de vous décrire, vous seriez bien embarrassé. Tu peux dire, voilà, je suis grande comme ça, j'ai des cheveux comme ça, j'ai des lunettes. On n'a pas une relation, on ne sait même pas qui on est. Alors tu dis, oui, bon, avec le temps, tu dis, ah, j'ai telle et telle qualité, j'ai tel et tel défaut. Mais c'est pas nous, on est très, très, très loin de ce qu'on est, et encore beaucoup, beaucoup plus loin de réaliser ce qu'on est. Avraham Avinu, dit le Malbim, a eu commission l'ech lecha, va te réaliser. Et d'ailleurs, le Midrash, le Tanchuma, il dit, Ve'esra le goy gadol, et je ferai de toi une grande nation. Alors le Midrash, Tanchuma, il dit, je ferai de toi, c'est pas Vasimcha, je te rendrai une grande nation, mais je ferai que toi, tu deviens une grande nation. Comme s'il y a une transformation intérieure d'Avraham, que pour le moment c'est un petit bonhomme, qui n'est pas un petit bonhomme du tout. Je veux dire, Avraham Avinu, il a déjà donné sa vie pour pas se prosterner devant le feu avec Nimrod. Hein? Vous connaissez tout ça. C'est déjà quelqu'un d'extraordinaire qui s'est caché pendant 10 ans parce qu'il était persécuté là-bas, parce qu'il parlait aux gens, il essayait de les convaincre, il a compris tout. Et il a convaincu les gens, il discutait avec eux, il a remis en question. Ça, ce que ça veut dire, il a brisé les idoles de son père. C'est pas seulement qu'il est allé dans le magasin, il a pris une hache et il s'est commencé à s'amuser. Ça veut dire que lui, il discutait avec les gens, il voulait les convaincre. Il y a une vieille qui arrive. Non, il y a d'abord un vieux qui arrive. Il dit, je veux une idole. Laquelle? Celle-là. Il gardait le magasin. Il dit, celle-là, tu veux? Quel âge tu as, mon monsieur? 62 ans. 62 ans, tu sais que ce truc-là, on est rentré, il s'est fait made in Hong Kong, et on l'a reçu il y a 2 semaines. Tu crois que c'est ton Dieu, ça, cette statue? Et ça vient de Hong Kong, on dit Hong Kong, à l'époque c'était autre chose, mais ouais, fabriqué à Hong Kong ou à Lourdes, et on l'a reçu il y a 2 semaines. Ah, tu crois que ça c'est ton Dieu? Toi, tu as 60 ans. Tu as plus que 60 ans, ce truc-là, il vient de rentrer dans le magasin. Après, il y a une vieille qui vient, et dit... je voudrais donner un cadeau à une idole. Abraham, il essaie de la convaincre, c'est idiot, que l'idole ne mange pas ni rien. Bon, elle s'obstine. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez tout ce genre de midrashim, qui donne des exemples de la façon dont Abraham réfléchissait. Il a pris une hache, il a cassé toutes les idoles, il a mis la hache dans la seule idole qu'il a laissée, la dernière, et il a mis la farine devant. Son père, il arrive, catastrophe, tout le magasin. Il n'y avait pas encore d'assurance. Ouais. Pardon? Oh, c'est pas le service après-vente, c'est l'assurance pour les dégâts pas des eaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dit à son père, il dit, tu sais, il y a une femme qui est arrivée avec de la farine. Et alors, toutes les idoles, elles voulaient la prendre, cette farine. Et alors, la plus costaude, elle a pris une hache et les a tous tués. Alors, il a donné une paire de claques. Il dit, mais tu te fiches de moi ou quoi? Mais elle dit, écoute ce que tu es en train de dire. Tu dis que c'est une idole, tu dis que c'est un dieu, mais quand on te dit que c'est elle qui a pris une hache pour tuer les autres, tu me dis, mais t'es fou ou quoi? Vous comprenez? Abraham, il discutait, il raisonnait, il réfléchissait avec les gens, il voulait les élever, C'est un personnage énorme. C'est un personnage énorme, Abraham Avinu. Quoi qu'il en soit, la promesse d'Hachem, ce personnage qui a un potentiel, qui a déjà fait un chemin extraordinaire, oui, Hachem, il a décidé cet homme-là, c'est un bijou.
Mais vous savez qu'est-ce que c'est avec les pierres précieuses? Ils sont dans une gangue, il y a beaucoup de terre et d'impuretés autour. Il faut travailler ça très 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 longuement pour qu'il brille de tous ces éclats. Oui, ben Abraham Avinu, c'est déjà un bijou. Il brille déjà, mais pour le faire vraiment donner toute sa mesure, il y a beaucoup beaucoup de travail qu'il faut faire. Hein? Alors, va simcha, c'est pas marqué je ferai. Je te donnerai comme récompense que tu deviendras nombreux. Mais je ferai que toi tu sois un grand. Tu es un petit Abraham. Tu deviendras Avamon Goïm, le père d'une multitude de peuples. Tellement je vais développer ce que tu as comme kohod, comme potentiel, que tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Tu vas réaliser toutes tes capacités. Nous, on vous dit souvent, on n'utilise même pas 10% de ses capacités. Mais Abraham Avinu, qui avait des capacités hors du commun, mais lui, il devait être utilisé à 100%. C'est ça le problème d'Hachem. Oui? Ou bien, le Midrash Tanchuma aussi, Rabbi Lévi dit Nisayon Arishon que Nisayon Acharon. L'épreuve de l'Ech Lecha, on la rencontre au début, quand il y a l'Ech Lecha Me'artzecha, et une autre fois, on dit aussi l'Ech Lecha. À propos de quoi, mesdemoiselles? Quand les bénéfices sont partis en... Non, Avram, on parle d'Avram Avinu. L'Ech Lecha. Elecha de Harim, Ashereka, vers une de montagne, le même Lech Lecha. Ça veut dire que Rabbi Lévi veut souligner, si on lit d'après le Malbim, que la première épreuve, la première difficulté, la dernière difficulté, c'est toujours le même problème. Lech Lecha, va vers toi, approfondis ce que tu es, réalise ce que tu es. Ne reste pas quelqu'un de capable et de doué. C'est pas ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui se réalise. Donc le premier Lech Lecha, moi je rajoute là-dessus. Le premier Lech Lecha, c'est oublie ton passé. Rompe les amarres. C'est ça ce qui est marqué, que Lech Lecha, le premier, de ton pays, de ta famille, de ton lieu de naissance. Abandonne. Vis ta propre vie. Le dernier Lech Lecha, ne travaille pas pour tes enfants et pour ta postérité. Yitzhak, ne compte pas là-dessus. Il faut que toi, tu réalises pleinement ce que tu es. Vous entendez, c'est un message très très puissant, une mission exceptionnelle de réalisation. C'est pénible d'aller sourire et tout ça. Faites-moi participer au moins, je suis jaloux. Alors, une mission exceptionnelle qui est donnée à Abraham, d'arriver à réaliser toutes ces potentialités. C'est incroyable. De vivre complètement maintenant, sans souci passé, sans espoir de l'avenir, de remplir sa vie. Oui. Et c'est comme ça que le Malbim il explique une difficulté dans le texte. C'est marqué Lech Lecha, d'abord, la première. Me'artzecha, ça veut dire de ton pays, de ta terre. Ensuite, Umi Molattecha, qu'est-ce que c'est Molattecha? Pardon, fort? De là où tu es né, très bien. Et ensuite, Umi Bet Avicha, de la maison de ton père. Or, quand on est en train de quitter son pays, qu'est-ce qu'on quitte d'abord? La maison. Ensuite, le lieu de naissance. Et ensuite, le pays. Et ici, c'est marqué, quitte ton pays, quitte ton lieu de naissance, quitte ta maison. N'est-ce pas? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Pardon? Mais moins dur, peut-être, mais... Pardon? Tout à fait, c'est ce que Sarah dit, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas parce que c'est moins dur, enfin le Malbim m'explique ça mieux, pas parce que c'est moins dur, ce qui est vrai aussi, vous avez raison, c'est parce que il faut d'abord, le pays, qu'est-ce que c'est le pays? Le pays, ça veut dire, c'est la culture, c'est les habitudes, c'est le climat du pays, vous voyez? On est, par exemple, on est français, oui? Alors d'abord, c'est la chose, c'est vrai que c'est plus facile de quitter la France parce que c'est une culture, une éducation, hein? On va vous dire, quelqu'un va dire, quitte la France pour aller en Australie. Oui? C'est très dur. Pourquoi? Mais
je parle pas l'anglais, il parle l'anglais là-bas, je connais rien à sa géographie, j'ai pas l'habitude du climat là-bas, j'ai pas l'habitude de l'économie de là-bas, je sais pas comment il faut que je recommence mon boulot, personne me connaît, je saurais rien faire. D'accord? Il y a une épreuve terrible. Mais la première étape de cette épreuve, c'est quoi? C'est la culture, quitter la culture, les habitudes culturelles. Vous voyez? Le cadre. Je suis français, j'ai une éducation française, j'étais à l'école française. Hein? Je parle telle langue. Voilà. Après, la chose qui dure plus longtemps à se débarrasser, c'est Molatera, ça veut dire les contacts des gens, les lieux. Ça, c'est déjà le contact humain. Les gens qu'on fréquente. Ouais. Et ça, c'est déjà quelque chose de plus profond à l'intérieur de la personne. Ça construit encore plus la personne, le rapport des gens avec qui il est, c'est le quotidien. Et les choses les plus difficiles, c'est la maison de ton père. Ça, c'est les vrais souvenirs qu'on a. C'est de là qu'on vient. Ouais, bien. Mais le Malbim, il dit ça, que c'est pas seulement, comme vous avez dit, par ordre de difficulté, mais il dit quelque chose de très bien. Elle a Aretz Asher Areka, vers le pays que je te montrerai. Pourquoi on ne lui dit pas quel est le pays? Dans Rashi, on a vu que c'était une difficulté. D'un côté, on veut le rassurer, et après, on dit va à l'aventure. Je te garantis rien. Oui, c'est difficile, hein, dans Rashi. Mais le Malbim, il dit comme ça. Si j'avais dit à quelqu'un, va en Australie, directement. Pardon? Il aurait pensé à tous les inconvénients qu'il y a en Australie. Parce que là, il ne sait pas ce qu'elle fait, donc il ne peut pas savoir encore. Non. On lui demande de faire ça. Est-ce que c'est plus difficile de quitter ce qu'on quitte quand on sait où on va ou quand on ne sait pas? Quand on ne sait pas, on sait. Quand on ne sait pas. Pas du tout, quand on ne sait pas. Tu ne sais pas où tu vas en voie. Ça veut dire qu'on oblige à se détacher progressivement des choses. Si on te dit déjà, va en Australie, je sais que c'est dur d'aller en Australie. C'est une autre langue, c'est un autre milieu, c'est d'autres habitudes, c'est d'autres contacts humains, c'est d'autres, etc., etc. C'est vrai que c'est très dur. C'est vrai que c'est très dur. L'inconnu, c'est toujours très dur. C'est très dur. Mais quoi? Mais moi, je sais où je vais. Je peux prévoir, je peux construire les choses dans ma tête, je peux progressivement imaginer, oh peut-être je commence à apprendre sur le bateau, je commence à prendre des leçons d'anglais, je me prépare à cela, je sais où je vais. Alors, le fait que j'ai un but qui est précis, ça me permet plus facilement, je ne dis pas que c'est facile du tout, mais ça me permet plus facilement de lâcher, de larguer les amarres, de laisser mon passé derrière moi parce que je sais où je vais aller, même si c'est difficile. Les Juifs qui devaient, par exemple, fuir la Pologne pour aller aux États-Unis, bon, ils savaient qu'aux États-Unis, ça va être très très dur, ils ne vont pas trouver de travail, tout ça. C'est vrai que c'est très très dur. Mais d'un autre côté, ils savent au moins où ils vont. Alors tout ce qu'ils font, c'est pour le rapprocher de là. Alors, ils oublient leur passé parce que dans le fait d'aller vers l'Amérique ou vers l'Australie, eh ben, au moins on a un but, on sait où on va. Mais si je ne sais pas où je vais, alors ce que je suis en train de remuer, c'est les difficultés de ce que je quitte. Je ne sais même pas ce que j'aurai. Oui. Alors donc, c'est pour ça qu'on ne lui dit pas à Abraham vers quel pays il va, parce que ce qu'on veut, dit le Malbim, c'est qu'à qu'il essaye de travailler, de se mesurer à la difficulté de quitter le pays, de quitter la société, de quitter le lieu de naissance. C'est pour qu'il se mesure à cela. Alors que si on lui avait dit directement où est-ce qu'il va, ah ben il aurait dit, bon, il aurait couru vers là-bas, ça aurait été très dur, mais il aurait couru vers là-bas, il n'aurait pas réussi à évacuer de lui les différentes choses. Parce que ce qu'il aurait eu comme matara, comme but, comme direction, c'est là où il doit aller. C'est pour ça qu'on ne lui dit pas, mais où, comme ça il remue constamment il arrive progressivement à devoir quitter les choses. Et c'est ça ce que dit le Malbim, qui sont les brachot qu'Hachem lui donne. Hachem lui dit, premièrement, Ve'esra le Goy Gadol. Pour le moment, quand tu es là où tu es pris en charge un peu par la culture française, tu sais te débrouiller dans ce cadre-là.
Tu arrives à dominer le sujet. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est pas utiliser ses acquis. Moi, je ferai de toi un peuple pour lui-même. Une telle rupture que maintenant tu vas devenir Abraham, le père d'un grand peuple. Tu vas cesser d'être quelqu'un porté par le fait que tu es français, mais pour devenir un grand peuple. Le fait que tu perdes les contacts, alors je te donne la bracha. La bracha, il va venir chez toi. C'est-à-dire, c'est dû à toi. Toi, tu dois faire le travail en t'arrachant de tout ce qui est porteur, de ton milieu, de tes pistons, de tes aides, de tes soutiens, etc. En quittant tout ça, Molad Torah, je te donne une bracha parce que toi-même, tu vas réaliser des choses qui seront dues à toi. Et la maison familiale, qui est très dure, c'est tes repères, tu es le fils de ton père, de ta mère, tu es connu, etc. Toutes ces choses-là, soit je vais les remplacer de Agad la Shemecha, tu auras un nom qui sera dû à toi. Donc le Malbim est superbe dans sa façon de dire que le but de la manœuvre, c'est d'arriver à grandir, à aller vers sa propre réalité. Oui, c'est pas des avantages qu'on lui parle. On ne lui promet pas que ça soit pour le bien. C'est formidable. Ça, on comprend que le Malbim, il ne s'attaque pas au problème du Rambam. Le Rambam, il ne fait pas du tout les choses, d'après le Malbim, dans l'espoir d'une récompense ou d'être rassuré. Oui. Bon. Mais il y a un problème là-dessus. C'est que, après la guerre des rois, c'est marqué, c'est dans le début du Perek Tedvav, Acharad Varim Haele, suite à ces événements, à la guerre des rois, Hayad var Hashem el Avram b'machaz lemor, al tira Avram, anochi magen lecha schacha arbe mod. La parole d'Hachem s'adresse à Avram dans une vision en disant, n'aie pas peur Avram, je te protège, ta récompense est très grande. Pourquoi? Ça veut dire que comme si Avram, on a besoin de le rassurer. Et pourquoi on a besoin de le rassurer? Pourquoi? Parce qu'Avram, il avait peur, après la guerre qu'il a fait contre 4 rois très très puissants. C'est comme s'il a fait la guerre à lui tout seul contre les 4 grandes puissances du monde. Ouais. Et il a gagné finalement. Alors il a eu 3 genres de problèmes. Un, il a eu peur que les autres, ils unissent leurs forces, ils se mettent encore, ils lui refont des histoires qui vont se venger. Anima gen lecha, je te protégerai. Et ça, il a peur. Il avait peur, par exemple, de Shem. Shem, c'est le père de Elam, et Avram, il avait tué Elam. Et en réalité, Shem, c'est Melchizedek, il l'a bien reçu, il lui en voulait pas du tout d'avoir tué son fils. Et c'était son fils, il a tué des gens, il a peur, quoi, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Comment est-ce qu'ils vont se venger? La deuxième chose qu'il a peur, c'est peut-être qu'il a peut-être tué des tzadikim, cette histoire. Quand tu fais la guerre, tu tues, hein, tu commences pas à calculer qu'est-ce que tu as devant toi, tu tues. Ouais. Il a peut-être tué des gens. Hachem dit Srachar Bémod. Non, tu as récompensé les biens. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, tu as très bien fait. Il valait rien du tout. C'est comme si tu enlevais des ronces dans une vigne. Oh, tu n'as fait que du bien au monde. Ça fait beaucoup de bien au monde de le débarrasser de tous ces rochaïm qui t'ont attaqué. Et la troisième chose dont Avram il avait peur, il a dit mais j'ai perdu tous mes mérites. Tu as fait pour moi que des miracles tellement extraordinaires que j'ai plus aucun mérite. C'est comme ça que c'est présenté. Ah, dites-moi, si Avram il a peur d'avoir perdu ses mérites, mais je croyais qu'Avram Avinu ne faisait pas les choses par calcul. Je croyais qu'Avram Avinu il faisait les choses par amour pour Hachem. Et maintenant, il a peur d'avoir perdu ses mérites. Mais qu'est-ce qu'il en affiche? C'est pas son problème. Il fait les choses parce qu'il fallait le faire, il le fait pour Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de calculer? Et d'ailleurs, le Passouk, Avram, il rebondit là-dessus, il dit, mais qu'est-ce que tu peux me donner déjà? Vayomer, Avram, Hachem Elohim, Matiteli, qu'est-ce que tu peux déjà me donner? Vanochi olechari, j'ai pas de descendance. Alors, vous voyez que c'est un truc incroyable. C'est qu'Avram Avinu, il commence à discuter. Il dit, mais quelle est ma récompense? C'est pas... Mais je croyais qu'Avram Avinu, il était au-dessus de ça. Vous voyez, c'est une grosse difficulté que, même si on dit qu'Avram Avinu, il doit développer, ce qu'Hachem lui demande, c'est l'Echlecha, va
approfondis qui tu es, réalise tes potentialités, quitte tout pour être toi-même. Quitte les choses les plus difficiles. C'est toi qui dois devenir une bracha, c'est toi qui dois devenir grand, c'est représenter beaucoup de dimensions à l'intérieur d'un grand peuple. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est cela? Alors, en vérité, il y a un Zohar sur Acharat Varimaele qui dit quelque chose de curieux. Le Zohar, il dit qu'Hachem est apparu à Avram dans un machazé. Machazé, comment est-ce qu'on traduit? Une vision. Une vision. Il lui est apparu. Mais le terme de machazé, c'est un terme en araméen. Le Zohar, il dit, attends, c'est comme mar'é en hébreu, vision, mar'é en hébreu, et machazé, c'est l'araméen. C'est l'araméen. Et qu'est-ce que c'est? Et pourquoi c'est en araméen? Est-ce que l'araméen, c'est une langue importante ou pas? Alors on dit, mais tu sais, il y a des choses très importantes qui sont en araméen. Comment ça? Pardon? Non. Dans la... Quelque chose de très important qui accompagne la Torah, c'est quoi? Onkelos. Oui, la traduction en araméen, onkelos. Ou bien une autre très grande traduction de Jonathan ben Uziel, qui est le plus grand élève de Hillel. Jonathan ben Uziel, il a aussi traduit en araméen. Et pourquoi ils ont fait ça en araméen? Parce que même dans la Torah, il y a des mots d'araméen, comme machazé, par exemple. Mais il y en a d'autres. Et pourquoi ils parlent en araméen? Pourquoi il parle en araméen? Alors, il dit, pour que les malachim, ils s'y intéressent pas. Parce qu'il y a un gros problème. Comment est-ce que Abraham, il parle à quelqu'un qui n'a pas encore la Mila? Abraham Avinu, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui n'était pas réalisé. Quand Hachem il lui parlait, il s'écroulait. Il n'avait pas la force de résister. Ce n'était pas encore un homme debout. Pourquoi? Il n'avait pas encore la Mila. Il n'a pas encore un brit avec Hachem. Quand il aura un brit avec Hachem, qu'Hachem lui parle, il restera debout. Mais tant qu'il n'a pas encore le brit, c'est encore un demi-goy. Vous comprenez? Et il n'arrive pas à résister. Et d'ailleurs, regardez Bilam aussi. Il disait Machazé Shaddai Echezé. Je vois des visions Machazé, comme chez Abraham Avinu. Ça veut dire les gens qui sont incirconcis. Et Bilam aussi, quand Hachem lui parlait, Nofel ou Glouyenaïm, il s'écroulait et alors ses yeux s'ouvraient. Donc ce qu'il pouvait voir, mais il fallait qu'il s'écroule, qu'il soit annulé, presque anéanti de la force de la vision d'Hachem pour arriver à voir quelque chose. Mais Bachazé, c'est en araméen. Et pourquoi est-ce que les malachim, normalement, ils sont jaloux qu'Hachem trouve incompréhensible qu'Hachem, il parle à un homme qui n'a même pas la Mila. Alors c'est pour ça qu'Hachem, il fait la chose Targum en araméen. C'est comme s'il apparaît derrière leur dos d'une façon pas officielle. Pas officielle. Et les malachim, en vérité, ils s'intéressent qu'aux choses qui sont réalisées. Ils s'intéressent c'est eux qui gèrent le monde, comme si Hachem, parfois, il gère les choses directement, mais en général, il demande à des malachim d'intervenir. Ah, est-ce que les malachim, ils connaissent pas l'araméen? Oui, ils le connaissent. Parce que Gabriel avait enseigné les 70 langues à qui est-ce qu'on a enseigné 70 langues? Parlez fort. Yosef. Yosef en prison, quand il va aller chez Paro, le malach, Gabriel, lui a enseigné 70 langues. Donc, connaissez l'araméen. Mais cette langue qui était très dépréciée pour lui. On va tout de suite voir. Alors, le texte, il demande, est-ce que c'est une langue dépréciée? Ah non, c'est une super langue. Pourquoi? Tu vois bien, il y a des mots dans la Torah qui sont en araméen. Tu vois bien qu'il y a le Targum, Onkelos. Il est aussi en araméen. Donc, c'est une très grande langue. Mais les malachim, ils ne s'y intéressent pas. Même s'ils la connaissent, ça ne leur parle pas. Pourquoi? Alors je vais vous dire quel est le truc. L'araméen, c'est la langue maternelle. C'est comme si on va dire que chacun a une langue naturelle. Ce que par sa naissance, il ressent. Sa façon d'approcher les choses, sa compréhension au départ, quand elle vient naturellement de lui. Les capacités qu'il a,
C'est comme l'araméen. C'est pour ça, vous voyez, quand on dit que la Torah, il faut la traduire de l'hébreu à l'araméen à l'hébreu, c'est quoi? Ça veut dire, la Torah, c'est la perfection d'Akadosh Baruch Hu, et l'araméen, c'est vers moi, c'est ma langue à moi. Je dois apprendre à traduire des choses qui sont dans une langue parfaite, mais loin. Il faut que j'arrive à les trouver dans mes mots à moi. Vous voyez, c'est ça que le Targum est très 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 important. Ou Avraham Avinu, les Bnei Israël plutôt, quand ils seront envoyés en exil, la Gemara dit que quand ils sont envoyés en exil, eh bien ils sont envoyés en Bavel, parce que c'est le langage, c'est le pays dont ils viennent. C'est le pays dont Avraham il vient, ou Kasdim. Il vient de Bavel, on les renvoie à leur gamme, on dirait quelqu'un qui fait de la musique, dites ça, hein? On te renvoie à tes gammes. Ça veut dire, si tu as raté quelque chose, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dois recommencer tout au début. Ça veut dire, retourne chez ta mère. Ouais. Katan, par exemple, Misheno Yodé Alishol, Atptarlo. Quelqu'un qui ne s'est pas posé des questions, il est perdu. Atptarlo, c'est la mère au féminin qui doit lui ouvrir. Ça veut dire qu'il doit retrouver le contact avec ce qu'il est vraiment pour arriver à comprendre. Parce que quelquefois les choses sont tellement complexes, tellement construites, qu'en vérité, ça nous est étranger. Et alors on est perdu, on n'arrive plus à comprendre de quoi il s'agit. On nous dit des choses, on les comprend à peine ou pas du tout, et on n'arrive pas à les intégrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent rien dire pour nous. Donc il faut revenir à la langue naturelle, à la langue maternelle. Et Avraham, c'est Av de Aram. C'est Aram, Arami, tu sais, c'est toujours l'origine des choses, c'est toujours Aram. C'est la langue maternelle. Donc, regardez ça. La trajectoire d'Avraham Avinu, au départ, c'est le champion de la langue maternelle, c'est-à-dire un homme très grand, mais naturellement très très grand, des potentialités énormes, des capacités fantastiques, mais qui ne sont pas encore exprimées, et on veut le faire Avraham. Avhamon Goïm, un père des nations. Au départ, c'est comme quelqu'un qui a une langue maternelle qu'il arrive à dominer, et après on veut en faire quelqu'un qui construit, qui apporte au monde et qui nourrit le monde comme un père. Vous voyez? C'est ça la trajectoire qu'il va faire. Ah, je crois que, et ça c'était le point que Jessica avait, elle l'a dit rapidement, que Avraham Avinu, c'est pas quelque chose qui se construit en un jour. C'est quelque chose qu'au départ, il s'agit d'arracher quelqu'un, de l'amener progressivement de ce qu'il est ancré dans son pays, dans son lieu de naissance, etc. Vous voyez? Qui parle sa langue naturelle, qui parle quelqu'un qui est de ce monde-là, et on va l'élever pour qu'il construise toute la personnalité, toutes ses capacités. Donc, le langage des récompenses, c'est un langage qui est encore quelque chose qui est vrai dans la personne. Au départ, ce que Jessica avait souligné, au départ, un homme, il a besoin d'entendre qu'on lui dise des choses qui lui parlent dans sa langue à lui. Vous voyez? Dans sa langue à lui, il a besoin, on parle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on va être puni, est-ce qu'on va récompenser? On n'est pas encore quelqu'un tellement évolué qu'on fasse les choses, mais ahava. C'est vrai qu'Avraham, ce qu'il avait toujours, il voulait toujours le vrai. Il voulait toujours le bien. Il voulait, mais au départ, avec ses armes araméennes, machazé, il est encore dans l'araméen, c'est-à-dire dans la langue maternelle. Il est encore à l'état de nature. J'ai pratiquement terminé. Alors, à ce stade-là d'Avraham Avinu, il parle encore un langage des récompenses. Qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que tu me donnes? Parce que c'est ça le critère qu'un homme il a du bien, de comprendre dans sa logique, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça récompense. Il travaille avec son raisonnement, là où il est. Et progressivement, quand il va quitter cela, et quand il va faire le brit avec Hachem, après cela, quand il va faire le brit, alors c'est quelqu'un qui va s'envoler de lui-même, et donc il fera plus que les choses, parce qu'il a franchi des stades, il a quitté toutes les choses pour se construire. À partir de maintenant, Avraham Oavi. Avraham ne fera que les choses par amour pour Hachem. Ça va être là?